Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission d'Avec Panache. Bonjour Gabriel, Bonjour à toutes et à tous, bonjour Raphaël. comment vas-tu? Très bien et toi? Bon écoute, ça va, merci. Je suis particulièrement content de te retrouver aujourd'hui car nous allons évoquer un sujet d'actualité et qui prolonge nos discussions récentes. J'espère que nos nombreux spectateurs, qui d'ailleurs ne manqueront pas de mettre un petit pouce pour dire qu'ils ont apprécié cette vidéo ou de s'abonner comme le leur proposent les fonctionnalités de YouTube, apprécieront aussi puisque nous allons parler de la NUP, c'est-à-dire la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, qui est le nom officiel de l'accord électoral passé entre différentes forces de gauche ces dernières semaines sous l'égide de la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon. Donc, avant d'entrer dans le détail et dans le vif du sujet pour débattre de cet accord, on va faire un petit rappel, hein. On se souvient que pendant la campagne présidentielle, les appels à unir la gauche avaient été très, très nombreux de la part non seulement de la classe politique de gauche, mais aussi de tout le milieu associatif, de tous les milieux culturels, etc. Et que cet accord n'avait finalement pas vu le jour en dépit des diverses tentatives, la plus illustre étant celle de la primaire populaire, qui a finalement accouché d'une souris, et pour des raisons à la fois d'ego et à la fois d'argent un petit peu aussi, hein, on peut le dire, les différentes forces politiques de gauche avaient concouru chacune dans leur couloir, donc avec un candidat pour les écologistes, Yannick Jadot, un candidat pour le PS, Anne Hidalgo, un candidat pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, un candidat pour le PC, ce qui était Fabien Roussel, et un candidat pour le nouveau parti anticapitaliste qui était Philippe Poutou. Et puis bon, forcément, il y a eu une forme de règlement du conflit par la force, et le plus fort l'a emporté, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon qui a terminé troisième avec un peu plus de 22%, et tous les autres ont fait des scores assez petits. Tous ont fait moins de 5%, celui qui s'en sort le moins mal, pardon, étant Yannick Jadot avec 4,6%. Et de ce rapport de force qui a émergé de l'élection présidentielle est apparue la nécessité pour toutes ces forces de gauche de s'unir en vue des législatives pour rééditer pareille performance, puisque rappelons-le, en terminant troisième, Mélenchon a malgré tout été éliminé de la présidentielle, et quand bien même il y ait eu le comportement d'un vainqueur, ça a signifié une absence de la gauche au second tour. Donc voilà, depuis la fin du premier tour, donc le 10 avril dernier, les tractations ont eu lieu entre les différentes forces de gauche jusqu'à aboutir à un accord réunissant officiellement, parce qu'il y a des dissidences internes, la France insoumise, les écologistes, le Parti socialiste et le Parti communiste, le NPA, nouveau parti anticapitaliste, ayant finalement été un petit peu refroidi par le peu de considération qui lui était apporté et par la présence des socialistes dans cet accord. Voilà, pour un petit rappel un petit peu factuel, donc je pense qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du débat, et je te passe tout de suite la parole, Gabriel. Merci Raphaël pour cette très claire et synthétique introduction. Écoute, moi dans ce premier temps, je pense qu'on va parler de la dimension électorale de l'accord parce qu'avant tout, c'est un accord électoral. Je dis cela d'abord à destination du public sans aucune connotation de quelque sorte que ce soit et sans aucune arrière-pensée. C'est-à-dire que je ne parle pas d'électoralisme, de cynisme ou d'opportunisme, c'est un accord électoral. Pour rappel, le Front populaire qui est rentré dans la mythologie romantique de la gauche ou les accords entre le RPR et l'UDF, qui était le cocktail victorieux pour la droite dans les années 80 et 90, étaient avant tout des accords électoraux. Bon, qui n'empêchait nullement la physique politique de reprendre ses droits comme à chaque fois, c'est-à-dire les inimitiés personnelles, les concurrences d'ego et les véritables divergences sincères et légitimes sur le plan idéologique. Voilà. Donc l'aspect électoral, je le prends descriptivement et non pas qualitativement ou moralement, on va dire. Voilà. Écoute, sur la dimension électorale de cet accord, pas la peine de revenir sur le fait que ça consacre l'hégémonie pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, l'essai semble être transformé, de la France insoumise à travers la personne de Jean-Luc Mélenchon sur ce qu'on appelle la gauche. Il était déjà hégémonique dans les urnes en 2017, mais il n'avait pas su conquérir l'hégémonie électorale et partidaire, c'est-à-dire en termes de parti sur la gauche. Cette fois-ci, c'est la bonne.
lui a augmenté et les autres ont continué de baisser. Voilà, rappelons que Écolo plus Socialiste faisait 6 et quelques en 2017. Là, ils font, je crois, moins additionner. Enfin, ou ils font. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, mais Voilà, voilà. C'est à peu près pareil, mais en plus, ils sont divisés. C'est-à-dire que la barre symbolique, au-delà du fait que ce soit la barre pour le remboursement des frais de campagne, c'est quand même la barre qui vaut qualification à l'oral de rattrapage, c'est les 5%. Voilà. Les 5% sont au-delà d'une barre administrative et financière, sont une barre symbolique. Tous, à part Jean-Luc Mélenchon, étaient en dessous des 5%. On a fait le bilan de l'élection en parlant également du score du Parti socialiste. Bref, voilà. Cette fois-ci, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont hégémoniques à gauche et leur hégémonie n'est plus seulement dans les urnes, mais elle est dans le champ politique. C'est-à-dire, ça y est, ils dominent. D'ailleurs, sur les 500 et quelques circonscriptions, ils en ont pris 350, et ce qui est logique, personne ne leur reprochera, la majorité des dites gagnables. Là où, en vertu des scores du premier tour, il y a de fortes chances que le candidat de la NUP soit élu. Bon. Concernant, voilà, c'était ce rapide bilan pour remettre tout le monde au clair. Moi, si tu veux, je vois 3 points dans cet accord électoral. Le premier, c'est ce que j'appellerais l'extension du domaine de la France insoumise. Le deuxième, ce sera la question de la carte électorale et du territoire social. Et enfin, ma dernière question sera celle de la soumission ou non, soumission ou conciliation entre les différentes forces de gauche. Bon. Concernant mon premier point, l'extension du domaine de la France insoumise. Ce qui est frappant, c'est que autant le succès électoral à des élections nationales, présidentielles, personnalisées et sondagières, voire médiatiques, de Jean-Luc Mélenchon ne faisait aucun doute. On savait tous que le candidat de la gauche le plus susceptible de faire un bon score en 2022, c'était Mélenchon. Ça n'avait jamais été remis en cause. Simplement, moi-même, j'ai été le premier surpris de voir que, comme je l'ai dit dans ma rapide introduction, le succès de Mélenchon déboucherait sur le succès de la France insoumise. Quand j'ai vu qu'ils essayaient de négocier entre eux, après notamment le second tour, je pensais véritablement qu'aucun des autres partis de gauche ne signerait cet accord. À la fois par raison d'ego et en même temps, je pensais plus voir une guerre fratricide à gauche avec un accord anti-LFI et LFI et tout le monde qui perd face soit au Rassemblement national, soit comment il s'appelle, à Ensemble, l'accord électoral des macronistes. Mais ils ont réussi à s'unir. Et je dois saluer, si je puis dire, la réussite stratégique de Mélenchon et de la France insoumise, parce que tu remarqueras que maintenant, nous parlons d'autres gens que de Mélenchon. Dans les médias, Manuel Bompard, qui était connu pour les aficionados de la politique, est maintenant un peu plus grand public. D'ailleurs, il récupère le siège de Mélenchon à Marseille. Et je pense qu'on va de plus en plus entendre parler des ténors du groupe parlementaire de l'ancienne mandature, c'est-à-dire 2017-2022, dans les mois qui viennent. Alors, là-dessus, j'aurais juste une petite précision. C'est vrai que pour les aficionados de la politique, Manuel Bompard était quelqu'un de très connu et que c'est pas forcément le plus connu de la France insoumise pendant longtemps. Après, bon, malgré tout, par sa place de directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, il a quand même eu une belle présence médiatique et c'était l'un des membres de la France insoumise qui se retrouvait le plus souvent sur les plateaux télévisés à commenter les soirées électorales. Donc, il avait déjà une petite notoriété. Quant au ténor de la majorité, j'allais dire, la guerre des mots est lancée. Quant au ténor de la dernière législature du groupe LFI, moi, je trouve malgré tout que, et c'est l'un des principaux succès de LFI, c'est qu'avec un groupe de seulement 17 députés, ils ont réussi à exister médiatiquement quasiment tous les députés LFI d'un bout à l'autre de la mandature en ayant une opposition extrêmement active eu égard à la petitesse de leur groupe et où beaucoup ont réussi à se faire un nom pendant ces quelques années, pendant ces 5 ans à l'Assemblée nationale. Là, après, il faut s'attendre à en découvrir d'autres. Fort bien. Merci pour ta précision. Donc, voilà, la France insoumise est la grande gagnante du score de Jean-Luc Mélenchon.
Jusqu'à présent, c'était Jean-Luc Mélenchon qui était le grand gagnant du score de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, c'est la France insoumise. Donc, force est de reconnaître que Mélenchon, qui a toujours eu une ambition de transmission à travers ses écrits sur Internet, il se voulait instituteur, etc. Bon, jusqu'à présent, on parlait de l'aventure personnelle d'un homme. Là, s'il arrive à faire exister son parti au-delà de sa victoire ou de son score, on pourra reconnaître une réussite partielle, en tout cas, de son projet de s'enraciner. Et on ne s'enracine que dans l'hégémonie. Hein, voilà. Premier point. Deuxième point, c'était sur la carte électorale et, enfin, juste dernier point sur l'extension du domaine de la France insoumise, une victoire programmatique complète. C'est-à-dire que parmi les principaux points de blocage entre le PS, les Verts d'un côté et la France insoumise de l'autre, la France insoumise a vraiment mis à genoux les deux autres formations sur ces points qui sont des points centraux, notamment le rapport à l'Europe. Alors, à travers le concept de désobéissance, et ensuite la question du sérieux budgétaire incarné par la retraite à 60 ans. Alors, ça là-dessus… Le marqueur, juste pour terminer, le marqueur quand même qui permettait au PS et à EELV de se distinguer de LFI et donc de se présenter comme une gauche de gouvernement fondamentalement, c'était le rapport à l'Europe, donc le respect de nos engagements européens, alors que là, ils ont signé un accord qui dit désobéissance en cas où c'est désavantageux pour l'intérêt national. Et d'autre part, c'est ce qui est écrit dans le texte de l'accord, et d'autre part, la question du sérieux budgétaire, c'est pour ça qu'Yannick Jadot était le candidat pressenti qui ressemblait aux écolos allemands, c'est-à-dire qu'il allait bien gérer les finances publiques, alors que là, je te signale qu'ils se sont mis d'accord sur, et on rentrera dans la deuxième partie de l'émission sur le détail du programme, ils se sont mis d'accord pour des dépenses publiques, et notamment un retour à la retraite à 60 ans qui suppose un investissement considérable d'argent public à crédit. Oui, bien sûr. Alors ça là-dessus, bon, tu l'as dit, on va parler du programme un tout petit peu plus loin, mais j'aimerais juste apporter une précision. Oui, globalement, ils ont réussi à mettre le PS et Europe Écologie Les Verts globalement à genoux sur cette question de la désobéissance. Ça passe également, la pilule a pu passer par oui, vis-à-vis de l'Union européenne, la pilule a pu passer par l'adoucissement de la position de la France insoumise entre 2017 et 2022. C'est-à-dire que dans cet accord figure quand même écrit noir sur blanc que l'objectif de l'accord ne peut en aucun cas mener à une sortie de la France de l'Union européenne, alors qu'on se souvient en 2007, il y avait le plan A et le plan B, et le plan B, c'était si le plan A n'a pas marché, on sort. Donc, il y a malgré tout un léger glissement quand même. Ils ont accepté de désobéir en prenant acte d'une certaine normalisation de la France insoumise sur le sujet aussi. Du côté du Rassemblement national, il y a eu un adoucissement parallèle chez les deux populistes en chef parce qu'ils avaient bien compris que mettre ça en avant lors de l'élection présidentielle, c'était la défaite assurée, car les Français ont peur de cela, d'après les sondages. Alors ça, je sais que ça vient de là. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que on n'est pas là pour parler du Rassemblement national, mais déjà le Rassemblement national a dit quand même globalement tout et son contraire sur le sujet au cours des 30 dernières années. Et ensuite, non, tu parles par rapport tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'a fait perdre le Front national la dernière fois, c'est certainement pas la question européenne, c'est la nullité de Marine Le Pen sur la question. Non, mais la dernière fois, en 2017, pas en 2022. Mais ne parlons pas ne nous étendons pas sur le Rassemblement national. Ce que je voulais juste dire, c'est que c'est de la bonne vieille politique à l'ancienne. Et la France insoumise et le Rassemblement national ont vu, parce que ça c'est un fait, que dans les sondages sur l'euro et sur l'UE, il y avait une majorité importante de Français qui étaient pour le statu quo, c'est-à-dire le maintien, et qu'il ne faut pas être grand clair pour voir que le plan A, plan B chez Mélenchon et la ligne Philippot chez Le Pen en 2017 était contre-intuitif par rapport aux sondages sur ces questions-là. Donc, par intérêt électoral, ils ont mis de l'eau dans leur vin avant même, si tu veux, c'est là où l'objet de ma réponse, ils ont mis de l'eau dans leur vin avant même toute idée d'alliance avec les autres partis. C'était d'abord en perspective du premier tour de la présidentielle qu'ils se sont dit, si on va là-dessus, on offre à nos ennemis, à nos adversaires, pardon, une cible facile et en plus on braque les Français. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est au premier tour que c'était pertinent parce que jamais l'électorat socialiste classique aurait voté Mélenchon s'il y avait eu encore ce chiffon rouge du risque de sortie de l'Union européenne. Voilà.
Bon. On ne le saura jamais, mais… Mais ce qui ne veut pas dire que si tu faisais une campagne référendaire sur l'UE, on ne pourrait pas changer l'opinion publique. La question, c'est qu'en l'état actuel des choses, l'opinion publique est majoritairement contre toute idée En l'état actuel, frexiteuse oui, bien sûr. ou sortie de l'euro. Bon. Et une force politique prend en compte aussi les grands items de la majorité. Concernant la carte électorale et le territoire social. On parlera d'idéologie dans la deuxième partie de cette émission. Une chose que je constate et que tu avais toi-même mentionné lors de la précédente émission, mais ça me semble utile de le rappeler, le vote majoritaire, enfin le vote où Mélenchon est devant au premier tour de la présidentielle, qui est vraisemblablement la carte électorale des députés LFI, et pas NUP, puisque en gros, ils se sont implantés là où Mélenchon a fait les plus gros scores, est quand même assez intéressante parce que on voit qu'il y a véritablement un phénomène de concentration géographique du vote majoritaire pour Mélenchon dans les grandes villes, les fameuses métropoles, donc toutes les villes qui comptent des universités en fait, c'est l'un des critères des métropoles, et d'autre part dans les banlieues de ces grandes villes, plus quelques résidus dans le sud cévenol contestataire depuis le Larzac des années 70, mais c'est électoralement assez insignifiant. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que non seulement les mélenchonistes ont réussi à imposer leur candidat au sein de la NUP sur ces circonscriptions-là, mais en plus, ils vont rafler la mise en profitant du réseau et du maillage territorial du Parti socialiste et du Parti communiste. EELV, c'est un cas un peu particulier, c'était aussi un parti plus médiatique qu'implanté. Donc, non seulement ils vont faire le plein là où ils sont déjà majoritaires, et en plus, ils ont une chance de l'emporter là où au premier tour de la présidentielle, Mélenchon avait fait un score très faible par rapport au score que pouvait faire, toute proportion gardée, Roussel ou Marine Le Pen. Très clairement, et ça m'amène à la question du territoire social, non seulement ils font le plein sur leur clientèle électorale du premier tour, mais en plus ils peuvent faire une sorte de hold-up électoral, puisqu'ils ne sont pas majoritaires dans ces circonscriptions, mais ils peuvent faire une sorte de hold-up électoral là où la gauche, vieux col bleu, dans le nord de la France et dans l'est de la France, PC plus PS, avait encore un poids électoral, ou même dans certains territoires ruraux. Je pense là plus à l'implantation électorale du Parti socialiste que du Parti communiste. On peut prendre l'exemple qui était connu par le passé, qui l'est moins cité maintenant, l'exemple de la ville de Niort, la ville des mutuelles, qui est une petite ville pas très riche, mais avec un très fort ancrage socialiste. Donc finalement, on peut penser à toute une zone, tu sais, en dégradé, comme on le fait dans les cartes, c'est-à-dire là où ils sont minoritaires, mais ils peuvent faire un hold-up, toute la France de l'Ouest, avec un fort ancrage enseignant, syndical, catholique de gauche, qui va du sud de la Bretagne en passant par Tours jusqu'à la Vendée. Et c'est traditionnellement la France qui va bien, mais c'était une partie de la France qui allait bien, qui ne se donnait pas totalement à Macron et qui résistait par la fidélité PS. Voilà. De fait, ce qui est très intéressant du point de vue du territoire social, de ce que cette carte dit du territoire social, par carte, j'entends la carte qu'on dresse, et le territoire, j'entends le vécu charnel du territoire, le rapport subjectif à la géographie. On va avoir, grâce à cet accord, une forme d'optimisation, de performance optimale dans les territoires sociologiquement parfaitement en adéquation avec la France insoumise, et un hold-up dans les territoires socialement, psychologiquement, moins en adéquation avec LFI, mais du fait de l'accord NUP, qui vont rentrer finalement dans l'escarcelle de la NUP, mais surtout de la France insoumise. Ce qui m'amène à mon dernier point, et je te rends la parole juste après. En vertu de ce que je viens de dire, faut-il y voir un accord de soumission ou un accord, comment dirais-je, politique honnête? Tu l'as toi-même dit en introduction, c'est une éternelle question parce que ça reste du rapport de force et sans le premier tour de la présidentielle, il n'y aurait pas eu l'accord tel qu'il a été.
Cependant, on peut quand même se poser une question, et ça fait partie des critiques que je trouve intéressantes de la part de ceux qui contestent l'accord au sein des partis qui l'ont signé, c'est que la répartition des postes et des circonscriptions en vertu de ce qu'apportent les partis qui ont signé l'accord est peut-être un petit peu déséquilibrée en faveur de la France insoumise, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu trop de revanche ou de désir d'humiliation, parce que autant le rapport de force électorale est de manière écrasante en faveur de la France insoumise, autant le maillage territorial, la structure militante et les voix par circonscription, c'est-à-dire par petits bouts de France, c'est plus complexe. Et je pense que d'une certaine manière, vu les données de l'accord, on tend plus vers une forme de soumission, humiliation des forces de gauche à la France insoumise qu'un accord, certes, où il y a un chef, où il y a un majoritaire et un minoritaire, mais où la dignité de chacun est préservée. Alors, beaucoup de choses pour te répondre. En même temps, je vais essayer d'aller très vite parce que le temps presse, mine de rien, et qu'on s'est déjà bien étendu sur ce qui n'est qu'une première partie. Sur le maillage territorial, je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit. Il y a certains territoires dans lesquels Jean-Luc Mélenchon a fait un score de mammouth, hein. Je veux dire, il a fait dans ce qui s'appelait autrefois les banlieues rouges au premier tour de la présidentielle, un score qui surpasse de très très loin tout ce que le PC a jamais pu obtenir, même à la plus grandeur de gloire du stalinisme triomphant partout en Europe, hein, quand on fait plus de 60% au premier tour d'une élection dans un certain nombre de villes. Bon, je pense que là, la messe est dite et qu'il y aura peut-être même des députés LFI élus dès le premier jour. Pour ce qui concerne les grandes villes, les grandes métropoles, à propos desquelles tu as très justement rappelé qu'il s'agissait de lieux dans lesquels il y avait des universités, alors on peut dire plusieurs choses. Premièrement que certes, les universités, c'est là où il y a des étudiants et que les étudiants votent généralement à gauche. Après, ils ne votent pas forcément dans ces grandes villes. Beaucoup retournent voter dans leur commune où ils ont grandi. Donc, ce n'est pas forcément là qu'ils vont voter. Il n'empêche que bon, la plupart des grandes villes ont décerné à Mélenchon un score très important. Et ce sont des villes qui, depuis les dernières élections municipales, pour beaucoup d'entre elles, sont tenues par les écologistes en plus. Donc, tu parlais du maillage du PC, du maillage du PS. Dans les grandes villes, je pense que les écologistes vont jouer à fond la carte Mélenchon. Donc là aussi, ce maillage écologiste sur lequel tu avais à raison émis quelques réserves en soulignant leur faible implantation, va fonctionner dans ces grandes villes. Alors peut-être pas autant que ce qu'on a pu voir au municipal ou dans les scores de premier tour de la présidentielle, ou de second tour d'ailleurs, parce que ça a voté massivement Macron, mais ça va quand même fonctionner aussi à plein régime. Sur toute la partie ouest du territoire, où tu as rappelé à juste titre l'existence d'un maillage essentiellement socialiste plus que communiste, je suis globalement d'accord également, mais avec une petite réserve à apporter, c'est qu'on n'est pas forcément, et tu l'as dit très justement, très proche de la France insoumise dans ces territoires, et je pense que c'est probablement l'endroit où il y a le plus de chances de voir un succès des mouvements de dissidence à gauche qui sont en train de se mettre en place. On voit que notamment les barons, enfin les anciens éléphants du PS ont eu un certain nombre de réticences à se ranger derrière ce nouvel accord. Et d'ailleurs, pour beaucoup, ne se sont pas rangés du tout, hein. Je pense à Cazeneuve, je pense à Hollande, je pense à d'autres. Je vois que Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, présidente PS, ne veut pas non plus rentrer dans cet accord. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très connu à échelle nationale, mais qui a une grosse implantation à la fois locale, mais aussi dans les appareils, et qu'elle est en train d'essayer de fédérer un accord dissident, notamment avec, bon, alors ça peut prêter à sourire quand on connaît le poids réel électoral de cette organisation politique, mais avec le Parti radical de gauche, qui malgré tout conserve encore lui aussi un beau maillage d'élus au niveau local dans les petites communes
principalement dans la partie sud du territoire, sud-sud-ouest, et que quand je vois que, alors ça aussi ça peut prêter à sourire, mais qu'un François Hollande songe à se représenter à Tulle aux prochaines élections législatives le mois prochain. Je ne sais pas si c'est encore acté ou pas, mais ça bruisse un petit peu de partout le fait qu'il y réfléchisse. On peut se dire qu'il peut y avoir des candidatures se revendiquant plus ouvertement de la social-démocratie et d'une certaine forme de gauche modérée qui peuvent pas forcément obtenir des sièges à l'Assemblée, mais venir gêner les voix, venir diviser les voix se revendiquant de la gauche et bloquer la route dans un certain nombre de circonscriptions du territoire, principalement dans cette zone qu'on a cité à l'instant, et venir un peu comme un caillou comme un grain de sable dans les rouages d'une machine qui semblait bien huilée. Donc ça, c'est les petites réserves que j'aurais à apporter. Bon, ce sont des nuances plus que des réserves, parce que sur l'essentiel, je partage globalement ce que tu as dit et je n'ai pas forcément grand-chose à redire. Là-dessus, il semblerait effectivement qu'on aboutisse à quelque chose de relativement hégémonique pour la NUP à gauche. Je doute fort qu'on ait plus plus d'une dizaine de députés de gauche hors NUP à ce niveau-là. Et j'aurais cependant une dernière réserve à apporter sur cette carte électorale dont tu parlais. Et c'est là que va jouer à plein la différence entre scrutin national et scrutin, bon, toujours national, mais cette fois-ci avec un découpage par circonscription. C'est qu'un autre endroit où Jean-Luc Mélenchon a réalisé un score de mammouth au présidentiel et dont on n'a pas encore parlé, ce sont les dom-toms. Et je pense que les dom-toms, cette fois-ci, vont avoir l'occasion de présenter des candidats de partis locaux qui, cette fois-ci, pourrait bien rafler la mise, ce qui n'était pas le cas au présidentiel, où évidemment il n'y avait pas de candidat autonomiste de Guadeloupe ou de Martinique ou que sais-je de la Réunion. Là, cette fois-ci, un peu sur le modèle de ce qu'on a pu constater à plusieurs reprises en Corse, où il y a des députés de partis corse, typiquement, qui viennent rafler la mise. Ça ne m'étonnerait pas que dans l'outre-mer, nous ayons une progression de la France insoumise qui soit entravée par des candidats de partis typiquement guadeloupéens, martiniquais, réunionnais, voilà. Donc ça, c'est bon. Après, on peut tout à fait se mettre d'accord sur le fait que ça ne représente pas beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale parce que ce sont des territoires qui ne sont pas très peuplés. Mais voilà, donc ça, c'était sur la question du découpage électoral. Enfin, parce que c'était ton dernier point, sur la question de la répartition et la volonté de revanche un petit peu de la France insoumise, voire d'humiliation, je partage tout à fait ce que tu as dit là-dessus. Il y a une volonté, pas avouée, mais enfin avouée à demi-mot à certains moments de la France insoumise et particulièrement de Jean-Luc Mélenchon de se venger. Et de tuer un petit peu les autres partis qui l'ont traité comme un paria curieusement pas avant 2007 où il semblait encore fréquentable et puis à part dans certains cercles, hein, je pense à Plantu qui représentait Mélenchon entouré de mouches dès la présidentielle de 2012, mais grosso modo Mélenchon a très très mal pris le fait d'être comparé, enfin d'être considéré par une certaine gauche comme un pendant de gauche au Rassemblement national à droite, d'être jugé comme infréquentable, d'être jugé comme en dehors du champ républicain. Il a de façon durable et historique une dent très profonde contre le PS, dont il faut rappeler qu'il est issu, et son principal rêve politique en soi, c'est de refonder la gauche autour de lui et de tuer une bonne fois pour toutes le PS, d'où une certaine intransigeance et une volonté, et comme tu l'as bien dit, d'humiliation ou au moins d'obtenir la soumission complète, la reddition de toute cette gauche qui, par le passé, a pu le traiter d'une façon qui, quoi qu'on pense d'ailleurs des partis de gauche et de Jean-Luc Mélenchon, ne se justifiait pas réellement.
Voilà, c'était un petit peu les petites précisions que je souhaitais apporter à ton long développement avec lequel, je le redis, j'étais globalement d'accord. J'espère ne pas avoir été trop long d'ailleurs, c'était simplement pour, parce que bon, l'analyse électorale suppose toujours un petit peu de Nous développement. couperons au montage si besoin. Je reconnais là ton amour de la démocratie. Bien, écoute, tout me semble bien. J'aurais quelques remarques à faire, mais je les intégrerai dans le grand 2. Nous pouvons passer à notre deuxième partie, telle que nous l'avions annoncé, c'est-à-dire la dimension idéologico-programmatique de cet accord, parce que toi, qui n'es pas un grand fan des programmes pour la présidentielle, comme nous l'avons compris, et ce n'est pas dire ta préférence politique personnelle de l'isoloir, c'était un constat que tu as plusieurs fois fait, tu pensais que c'était inadéquat et hors sujet par rapport à l'élection. Bon, là, conformément aux institutions dont tu es parfois contestataire et en même temps, c'est là tout ton charme, l'interprète le plus littéraliste, là, nous sommes aux législatives, Premier ministre, programme. Voilà. Alors, Pour éviter de perdre, juste, et je te donne la parole après, pour éviter de perdre l'attention de notre public amical et patient, je te propose qu'on traite cette deuxième partie en 2 temps, puisque bon, un programme, ça peut être un catalogue de mesures et ça va être horriblement chiant. Dans un premier temps, la dimension économique, que j'intitulerai la dépense devant soi. Et dans un deuxième temps, la dimension plus idéologique et identitaire, dans un sens différent du Rassemblement national, mais je pense que c'est de l'identitaire, que j'intitulerai, par amour de Romain Gary, Les racines du ciel. écoute, Voilà. ça me va, allons-y pour un développement en 2 temps, 3 mouvements. Donc, si tu veux, tu veux commencer par, tu veux que je commence sur les questions économiques ou si Bon, tu… écoute, j'ai juste une petite remarque à faire et je te rends rapidement la parole. Donc, la dépense devant soi. Car ce qui est quand même frappant, on parlait pas des rétrocessions, mais le terme m'échappe, de ce qu'avait cédé le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, donc des concessions. Les Voilà. concessions, Euh, voire même d'une capitulation en race campagne, hein, d'une mais capitulation devant l'antithèse du capital en apparence. Alors, je m'explique. Donc, ils se sont mis d'accord sur la désobéissance aux règles européennes, notamment les fameuses règles budgétaires du traité de Maastricht. Donc, pas plus de 3% de déficit courant annuel et pas plus de 60% d'endettement. L'argument du négociateur du Parti socialiste et d'Olivier Faure, qui n'est pas faux d'ailleurs, on ne l'a jamais respecté, donc ce n'est finalement que de mettre sous forme d'une proclamation politique ce que pragmatiquement personne ne faisait. Bon, d'une certaine manière, ça ne mange pas de pain, et en plus on s'arroge la gloire du combat et de la décision alors que c'était plutôt un état de fait. Bon, oui, enfin alors bon. juste une toute petite remarque amusante, c'est qu'Olivier Faure est quand même là-dessus, je suis tout à fait d'accord, il a raison, mais je note quand même que par rapport au Parti socialiste, rappelons qu'il y a un peu plus de 5 ans, il était question de faire rentrer cette histoire des 3% de déficit qu'on appelait la règle d'or dans la Constitution carrément. Donc en fait, c'est quand même un très joli volte-face et c'était le Parti socialiste qui en parlait, vu que c'était Hollande au pouvoir qui l'évoquait. Et Donc il y a Olivier vraiment Faure le une… défendait. Et Voilà, Olivier Faure n'a jamais été identifié comme le Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Jean-Luc Mélenchon, chef des frondeurs. On est bien d'accord. De c'est ça. mémoire, Olivier Faure était plutôt légitimiste que frondeur. Donc c'est très drôle, effectivement. Le retournement de veste est un des charmes du théâtre politique. Oui. Mais au-delà de ces petits plaisirs personnels, je disais, c'est la dépense devant soi. Et c'est vrai que nous avons un premier secrétaire du Parti socialiste qui, ironiquement, s'est transformé en Olivier Faure-en-Chèque. Parce que, en gros, c'est quoi le programme économique de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ou écologiste et sociale? C'est la retraite à 60 ans, ce
qui est quand même une démission en race campagne de la part du PS et de ELV qui en faisait, et c'est normal puisque ça coûte cher la retraite à 60 ans, un marqueur de sérieux budgétaire. Donc, Alors, c'est la retraite à 60 ans, mais à condition d'avoir 40 annuités. On précise quand même parce que c'est là-dessus que ça se joue et globalement, ce sera rarement à 60 ans. Ce sera rarement à 60 ans, mais malgré tout, ça va coûter. Oui. Donc, la gauche de gouvernement EELV, PS, qui ne voulait pas trop s'éloigner de la trajectoire allemande, de la trajectoire budgétaire allemande pour continuer à avoir le soutien sur le plan psychologique, sur le plan des marchés financiers. Là, il y a une rupture claire, c'est-à-dire que s'ils prenaient le pouvoir et qu'ils faisaient ça, là, il y aurait crise, y compris avec le SPD tel qu'il est, d'Olaf Scholz, donc le Parti socialiste allemand, même pas avec les libéraux allemands, avec le SPD, voire avec les Grünen, les Verts allemands. Donc, véritablement, le risque, la fin d'un marqueur public de sérieux budgétaire et le risque d'une crise politique très forte avec l'Allemagne, sur un sujet quand même… je veux dire, l'Allemagne s'en fout que tu dépenses à droite et à gauche, mais en revanche, les retraites, c'est le fil rouge de ta capacité ou non à tenir tes engagements européens quand tu es homme politique français. Enfin, voilà. Oui. Ça, je veux dire, les retraites, tout le monde le connaît, le problème des retraites français. Et il y a une vraie question d'ailleurs de financement et de soutenabilité de notre système par répartition. Donc, la retraite à 60 ans et le sérieux budgétaire ou l'absence de sérieux budgétaire au regard des normes européennes en conséquence de cette décision. Et deuxièmement, quand même, et on en avait parlé, mais c'est une vraie question, la relance de l'économie par en gros 200 milliards sur 5 ans, avec une hausse des prélèvements obligatoires des impôts de 85 milliards, alors que nous sommes dans un contexte d'inflation non maîtrisée et que cela risque une première chose, c'est-à-dire une explosion de l'inflation non maîtrisée, et donc un paradoxe ultime, augmenter les dépenses publiques et en même temps, comme ça augmente l'inflation, que ça fasse partir en fumée le gain relatif de pouvoir d'achat de ceux qui en bénéficient. Premier point. Et deuxième point, tout ceci se fait avec crédit. Or, les taux d'intérêt des banques centrales sont en train de remonter, donc le coût du crédit est mécaniquement en train de remonter. Donc, non seulement on risque d'avoir un bénéfice nul pour le pouvoir d'achat, mais en plus, une cure d'austérité très sévère du fait de la nécessité de rembourser ce surcroît brutal de dette, a fortiori avec l'image politique d'une coalition dépensière qui, détruisant la confiance des marchés dans la dette française, renchérissent les coûts d'intérêt. Donc non seulement on aurait un bénéfice nul sur le pouvoir d'achat, on aurait une dette à rembourser et on aurait une dette dans un contexte haussier des taux d'intérêt qui serait encore plus haut en vertu de l'identité politique du gouvernement de la France. Ça, c'est un risque. Ce n'est pas une critique politique que je fais, c'est un véritable risque. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien imaginer une gauche très antilibérale avec un programme un petit peu différent. Là, on est dans une sorte de… Ce n'est même plus du keynésianisme, parce que Keynes, c'était les grands travaux. Là, la politique de grands travaux, elle est quand même largement compensée par une politique d'investissement à crédit dans la consommation. Ce n'est pas exactement ce que disait Keynes. Et moi, c'est ce que j'appelle un néo-keynésianisme de la dette publique. Voilà. La dette est transformée comme une sorte de faux problème et la dépense publique est transformée en une sorte de vrai totem. Donc, oui. Être de gauche, c'est ouvrir l'investissement public. Ce qui, tant d'un point de vue marxiste, où il y a une nationalisation de l'économie et non pas un investissement public à crédit du peuple ou à crédit au nom du peuple dans l'économie capitaliste, ni d'un point de vue keynésien orthodoxe. Voilà, donc je tiens quand même à dire que là, il y a une véritable… ça fait véritablement penser à tout ce qu'on peut lire dans les tracts altermondialistes des années 90, puis ensuite Front de gauche et compagnie, c'est-à-dire la dépense publique comme solution à tous les problèmes économiques de la France. Clairement, enfin, je veux dire, là, pour le coup, oui, pas que économique d'ailleurs, comme solution à tous les problèmes. Voilà. On arrose. C'est-à-dire qu'on passe on passerait par rapport aux années Macron de il n'y a pas d'argent magique à l'argent magique partout et la magie de l'argent. La magie de l'argent. Voilà, il n'y a pas d'argent magique à la magie de l'argent, ça c'est très clair. Et je pense que c'est véritablement la dépense devant soi
avec un paradoxe, c'est qu'ils espèrent, c'est quand même un truc, tout ceci serait cohérent si jamais ils disaient la dette publique n'a plus de valeur, on la raye d'un trait de plume. Bon, ça créerait une crise De budgétaire confiance terrible. de confiance, mais au moins ils auraient le mérite de la cohérence. Là, c'est tout ceci au nom du fait qu'on espère que la dette publique soit transformée en dette perpétuelle, en gros que la BCE la neutralise en la rachetant et en la finançant. Ce qui est loin d'être gagné. Hein. Bon, Ce qui la est un BCE, pari c'est total. un pari assez osé hein, du point de vue des équilibres politiques européens, et surtout l'idée d'avoir l'accord du Benelux, des Pays-Bas et de l'Allemagne là-dessus me semble un doux rêve. Donc, de facto, ça donnerait quoi de manière le plus vraisemblable? Un blocage au niveau européen, donc pas de dette perpétuelle, et la continuation pour des raisons d'image et de cohérence politique au niveau national du financement à crédit, donc une explosion de la dette et un blocage complet. Que l'on soit pour ou contre l'Europe, là, ce serait véritablement une rupture de discussion. Oui, Il y aurait pas de discussion et puis possible. finalement, je prolonge ce que tu viens de dire, ce serait finalement comment dire, un soutien précieux à l'ambition de Macron qu'il a proposé à l'Union européenne, c'est-à-dire de cesser la règle de la ratification à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée, parce que l'unanimité là-dessus, ils ne l'auront jamais. À la majorité, on peut imaginer, mais bon, du coup, c'est un recul démocratique encore lié, ce serait un recul démocratique encore lié à l'Union européenne, ça. Voilà, et pour reprendre le titre, c'est véritablement la dépense devant soi, c'est-à-dire la dépense d'abord, les conséquences de la dépense après. Voilà. Sur, J'ai bien aimé ta formule, qu'il n'y a pas d'argent magique à la magie de l'argent. J'observe une deuxième chose, alors qu'on était quand même dans une gauche, soit sur le sérieux budgétaire, soit d'inspiration marxiste, que ces deux courants structurant la gauche ont été balayés par une sorte de fascination de l'argent. Moi, c'est ça qui me frappe. On ne parle plus de propriété privée, comme Marx. On ne parle plus de compromis social-démocrate et d'impôts, comme le PS de gouvernement classique. On parle de dépenses publiques. C'est-à-dire qu'il y a une fascination liée au montant. J'ai parfois l'impression, ironiquement, que quand on annonce de tels montants d'argent public, on n'est pas si différent en miroir inversé du capitaliste privé qui annonce fièrement le montant de sa capitalisation. C'est-à-dire qu'il y a une fascination de l'argent et, comme je disais, la dépense publique devient véritablement un totem. C'est-à-dire que si tu annonces moins de 150 milliards de dépenses, tu as perdu. oui. Voilà. C'est un peu Alors, bête, mais… moi, là-dessus, j'aurais quelques remarques parce que je pense que tu as été assez précis dans les aspects économiques du programme de la NUP. J'aimerais avoir quelques petites remarques qui vont être à la fois d'ordre économique, mais surtout d'ordre politique également. C'est-à-dire que tu as dit qu'on était dans le keynésianisme et plus dans le marxisme, enfin, qu'on sortait du keynésianisme pour avoir un néo-keynésianisme et qu'on était résolument plus dans le marxisme. Moi, il y a quelque chose quand même, quand je vois, parce que c'est paru là, les 10 jours pour amorcer le changement avec Mélenchon Premier ministre, ce qu'il promet, il y a quelque chose qui me frappe à ce niveau-là, c'est qu'on retrouve quelques éléments, non pas de Marx, mais de ce qu'a été le communisme dit réel, c'est-à-dire une forme d'obsession pour la planification. C'est-à-dire que dans ces 10 jours, il y a quand même 5 lancements de plans. Voilà, donc on a par exemple jour 6, lancement du plan passer à zéro sans-abri pour que tout le monde ait un toit. Jour 7, lancement du plan faire la justice sociale pour un partage de l'effort équitable. Jour 8, lancement du plan éradiquer la pauvreté pour en finir avec la société à plusieurs vitesses. Jour 9, lancement du plan bien nourrir tout le monde pour reprendre notre santé en main. Et jour 10, lancement du plan qualification et savoir utile à la bifurcation écologique pour rebâtir l'éducation nationale. Donc pour moi, on est vraiment dans comment dire, une logique purement planificatrice qui, pour moi, me semble, et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà eu le temps de développer dans d'autres émissions, c'est-à-dire, là encore, on est dans quelque chose de post-politique. C'est-à-dire qu'on lance un plan
Et à partir du moment où il y a plan, il n'y a plus vraiment de politique, puisque la politique, tu le disais dans ta dernière prise de parole, c'est aussi un art du compromis, un art de la discussion, un art de la négociation. Et là, on est vraiment dans quelque chose de totalement la planification, c'est-à-dire qu'il y a un plan qui est lancé, il n'est plus possible d'en discuter. Ça revient, je vais faire une incise assez rapide là-dessus, ce que tu disais à fort juste titre sur mon aversion des programmes et dans la présidentielle et mon aspect un petit peu parfois rigide dans la lecture que j'ai des institutions. Il y a quelque chose, et là on est vraiment dans le registre anecdotique, mais qui me fait beaucoup rire, c'est Mélenchon qui a fait une campagne des présidentielles comme si c'était les législatives, c'est-à-dire en usant du nous et en mettant le programme sur tous les plans. Là, se retrouve à faire une campagne pour les législatives comme si c'était les présidentielles parce qu'il la personnalise énormément. Sur toutes les affiches, il y a marqué Mélenchon Premier ministre. Or, on n'élit pas un Premier ministre, c'est le président de la République qui choisit un Premier ministre parmi l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'on se heurte en plus à un petit détail qui a été relevé par certains, qui n'aura sans doute pas une grande influence, mais qui est assez cocasse, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne se représentant pas, il ne sera donc pas membre de l'Assemblée nationale et le président Macron, si d'aventure la NUP devait remporter les élections législatives, ce qui reste quand même assez douteux, on en parle comme si c'était acté, mais les meilleures projections pour l'instant font état de 150 sièges, ce qui serait déjà un très très gros groupe d'opposition, mais bon, sait-on jamais. Le président Macron aurait beau jeu de dire bah non, moi je choisis quelqu'un qui a été élu député et donc l'un des membres des députés, comme il veut une femme en plus, a priori il pourrait très bien décider de prendre Mathilde Panot comme première ministre, et là Mélenchon ne serait pas Premier ministre. Donc du coup, cette personnalisation de la campagne des législatives qui fait suite à une dépersonnalisation de la campagne présidentielle est assez drôle et me laisse imaginer, imaginer que il est vrai qu'à la France insoumise, on n'a jamais tellement bien compris les institutions telles qu'elles étaient, ce qui explique d'une part qu'on ait voulu les changer en passant à la 6e République, et d'autre part que Jean-Luc Mélenchon, personnellement, en soutenant notamment Maastricht, même s'il a changé d'avis depuis, puis le passage au quinquennat en 2000, pardon, quand il était soutien de Jospin, ait contribué à les dégrader, ces institutions. Donc ça, c'était juste ma petite incise institutionnelle. La deuxième chose que je voulais, oui, j'allais vite. La deuxième chose que je voulais souligner également au niveau économique purement là-dessus, c'est là-dessus, il reprend l'un des totems de la gauche, c'est-à-dire la revalorisation du SMIC, avec un SMIC qui passerait à 1 400 euros. Or, on le sait que les différentes hausses du SMIC, en fait, le principal effet, généralement, c'est d'augmenter le nombre de SMICards, parce qu'on hausse le salaire minimum, mais dans la foulée, les autres salaires ne grimpent pas de la même manière. Et donc, du coup, on a un exemple assez typique qui est celui des enseignants qui, dans les années 80, gagnaient 2,3 SMIC et qui, maintenant, un enseignant en début de carrière ne gagne plus que 1,4, je crois, ou 1,3 SMIC. Donc, du coup, surtout en période de forte inflation, là où on pourrait imaginer d'indexer les salaires sur l'inflation, tous les salaires, on a, comment dire, un choix de hausse du SMIC qui peut avoir en plus un effet à l'usage contre-productif vis-à-vis du moral des travailleurs, c'est-à-dire un salarié qui a commencé au SMIC et qui, à force de travail et de mérite et aussi d'ancienneté, a réussi à se hisser suite à plusieurs augmentations au-dessus de ce niveau, se voit rattrapé par le seuil du SMIC. Et une fois que le SMIC a augmenté, on sait que mécaniquement, enfin, c'est pas un mécanisme obligatoire, mais c'est quelque chose d'empirique, les prix augmentent également. Donc, du coup, en fait, le pouvoir d'achat diminue. Et c'est une mesure sans augmentation de salaire. Sans oui, voilà. augmentation de salaire. Eh oui. Voilà. C'est quelque chose sur lequel on peut avoir quelques doutes légitimes sur cet aspect économique du programme de la NUP, même si c'est de longue date un totem d'une certaine gauche relativement radicale. On se souvient que dans la campagne présidentielle, on l'avait mentionné dans notre émission consacrée aux différents candidats, Lutte ouvrière, qui ne fait pas partie de cet accord, voulait carrément un SMIC à 2 000 euros. Oui, mais lutte ouvrière et marxiste, Oui. léniniste, ce que n'est pas la NUP.
Moi, il y a une bien sûr. chose que je voulais dire par rapport C'était à… juste pour reprendre Et par rapport cette à la idée remarque, totémique du SMIC. par rapport à la remarque que tu faisais, il y a quand même un point commun assez fort, je pense, c'est un peu ça qui ressort de notre analyse, c'est le totémisme. En fait, c'est une pensée totémique de l'économie qui s'explique très très bien par l'origine sociologique de ces propositions. Ce ne sont pas des propositions qui viennent des milieux économiques hétérodoxes, ce ne sont pas des propositions qui viennent de milieux politiques ou haute fonction publique, ce sont des propositions qui viennent des milieux associatifs. Même pas des syndicats d'ailleurs, des milieux associatifs. Et je pense que ces propositions ont gardé la forme et l'esprit de leur origine, c'est-à-dire le côté magie de l'argent ou volonté magique. Je décrète, donc il y aura. Ce que, d'une manière un peu ironique, mais que je ne trouve pas tout à fait volé en l'occurrence, le fameux Yaka Faucon. Oui, La liste des plans que tu donnes est très intéressante parce que je ne suis même pas certain que Lénine, dans la plus forte chaleur de son imagination de transformation de l'URSS à l'époque, aurait osé écrire un plan qui ressemble à ce point à la création du monde dans la Genèse. Jour 1, jour 2, jour 3. Et on voit bien que ce soit dans la forme et même dans l'esprit économique, que ça relève plus de la magie de l'argent, et d'ailleurs peut-être d'un fantasme un petit peu psychanalytiquement intéressant vis-à-vis de l'argent, que d'une réelle pensée économique, même contestataire. C'est ni keynésien ni marxiste, c'est un petit peu associativo-totémique. Voilà. Et je alors, pense que même des économistes marxistes seraient un petit peu dubitatifs sur le sérieux économique, mais je ne parle pas par rapport aux critères de Maastricht ou de l'Allemagne, le sérieux économique par cohérence interne, en fait. Ce n'est pas une théorie économique qu'il y a derrière ces plans économiques, c'est des souhaits louables de règlement de problèmes sociaux. Mais on retrouve quasiment oui, une sorte alors comme on est dans un espace judéo-chrétien, une sorte de christianisme, un côté christique de la dépense publique. Tu remarqueras d'ailleurs que ce qu'on promet, ce n'est pas l'éradication du capital ou des inégalités. Si on prend des grandes figures pathétiques, c'est vraiment la Genèse ou les stations du Christ, plus de mal logement, plus de mal nourriture. Et à chaque fois, ce qui me fait une frappe, d'ailleurs, petite remarque, depuis 20 ans, tous ces termes qui viennent d'ailleurs des milieux associatifs, ces néologismes mal logement, mal nourriture, mal, quand même extrêmement manichéens et démonologiques. Ce n'est pas l'inégalité de logement, qui est plutôt analytique, c'est le mal logement, c'est moral. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même dans un vocabulaire moral et on est dans un moralisme. Le totémisme est un moralisme, dans une approche morale et non pas dans une mais approche économique. Et juste pour terminer, ça me fait marrer parce que le pendant de ça à droite, c'était la critique chrétienne de l'argent et du progrès scientifique, comme on pouvait en avoir chez celui qui a écrit Les grands cimetières sous la Lune, Bernanos. Non, oui, Bernanos. si, je crois que c'est Bernanos, ouais. Bernanos, ouais, j'avais un doute. Et c'est assez marrant parce que autant ces gens de droite, au nom d'un idéal chevaleresque, critiquaient le capitalisme, mais ça semblait assez vain, autant là on a l'inverse, au nom d'un idéal associativo-totémique, on a une pensée de l'économie politique, ou une non-pensée de l'économie politique d'ailleurs. Je rappelle juste une chose, quand Lénine a pris le pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est de créer un ultralibéralisme temporaire pour produire de l'argent, ça s'appelait la NEP. Et non pas la NPT. NUP. Et ce que j'allais dire, de la NEP à la NUP, il y a quand même un sacré écart. Ouais. Non, mais écoute, pour aller assez vite là-dessus, et je pense que ça va nous permettre de basculer sur les points suivants. Moi, ce que je remarque malgré tout, et c'est quelque chose de très très présent à gauche, c'est cette omniprésence du totem en fait. Il y a une pensée totémique, voilà, où on érige des totems qui sont finalement deviennent même parfois des icônes vidées de leur sens, et on s'engage à les défendre
récentes, ce sont l'un des exemples qu'on a eu par le passé sur un point de vue économique, ça a été les 35 heures, qui sont vraiment quelque chose un totem très puissant de la gauche. Martine Aubry, 15 ans après, était encore appelée la dame des 35 heures et pour ce seul fait était une figure tutélaire du Parti socialiste. Un autre totem de la gauche, passé sur un point de vue sociétal, ça a été le mariage pour tous, qui a permis d'asseoir totalement, bon, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, mais qui a permis d'asseoir totalement Christiane Taubira comme étant la grande dame du mariage pour tous. Voilà, on est vraiment par figure totémique et des totems. Je pense qu'on va être amené à en parler beaucoup durant la partie finale de cette émission, parce que on le voit dans comment dire, le point de vue identitaire là-dessus et l'identité politique, on est vraiment face là au plus grand de tous les totems pour cette partie de l'électorat, c'est-à-dire le totem du mot et du terme gauche en lui-même, qui est un totem qu'on avait cru en perte de vitesse, mais qui, à la faveur de cette union électorale, est en train de reprendre du poil de la bête. Eh bien, nous en arrivons, pour des raisons de temps, nous allons faire deux en un. Comme tu le disais juste avant, cette transition sur la question de ce qu'est la gauche, parce que c'est vrai que ce terme revient à la mode, y compris dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, qui était l'un des plus grands détracteurs de ce signifiant. Et en même temps, eu égard à la sociologie électorale du 10 avril, donc du premier tour de la présidentielle pour Mélenchon, et eu égard aux premières polémiques suite aux désignations de candidats, on peut se demander si aujourd'hui la gauche, qui est de plus en plus totémique dans son rapport à l'argent public, n'a pas troqué l'opium du peuple pour les racines du ciel. Voilà. Alors, on restera donc sous le signe de Romain Gary, si j'ai bien compris. Oui, non, mais écoute, pas grand-chose à dire parce que c'est un sujet que je viens déjà d'aborder assez longuement en faisant office de transition entre le volet économique et le volet identitaire. Bon, sur ce volet identitaire et sur cette question de finalement qu'est-ce que c'est la gauche et non pas on avait fait notre première émission pour savoir qu'est-ce qu'était la droite et bon qu'est-ce qu'est la gauche et c'était quelque chose qu'on abordait déjà dans cette première émission, donc moi je n'ai pas forcément énormément de choses à ajouter, mais sur l'identité de cette coalition de gauche, moi ce qui me marque un petit peu, et ça rejoint ce qu'on avait dit dans notre émission sur la droite, c'est finalement l'aspect perpétuellement mouvement du signifiant gauche. En fait, ce que gauche signifie aujourd'hui ne signifie pas du tout la même chose qu'il y a 40 ans et pas du tout la même chose qu'il y a 80 ans, et on peut repartir très très longtemps en avance. Bon, il y a une guerre de longue date pour s'arroger le monopole du signifiant gauche. Manuel Valls, quand il était Premier ministre, avait parlé de deux gauches irréconciliables, ce à quoi certains lui avaient répondu que c'était normal parce que l'une de ces deux gauches n'était pas de gauche. Bon, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais bon, aujourd'hui, on a un accord électoral qui ressuscite une forme d'union de la gauche, voire d'union des gauches. Moi, je ne suis pas convaincu que parmi les signataires de l'accord, il y ait tellement de divergences de fond sur énormément de choses. Donc, c'est un accord qui, pour moi, va dans le sens d'une clarification idéologique et d'une fin de logique des appareils pour quelque chose qui aboutirait peut-être, alors là, on est dans l'hypothétique, à une véritable tripartition de l'électorat avec un bloc de droite, un bloc central et un bloc de gauche. Et là, on s'intéresse principalement au bloc de gauche. Bon, là-dessus, on a beaucoup parlé de l'économie. On peut parler un petit peu
de l'identitaire également, qui me semble quelque chose d'assez intéressant. Il est notable que souvent dans la campagne présidentielle, on demande aux candidats aspirants présidents où sera votre premier déplacement. Alors généralement, on a droit à l'Allemagne parce que c'est notre premier partenaire, on a le droit aux États-Unis pour des questions de prestige, on a le droit à la Russie parce qu'il faut parler à Poutine pour l'empêcher de faire n'importe quoi. Bon, il est manifeste, j'ai parlé des 10 premiers jours de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en tant que Premier ministre et non pas que président, il le dit très très bien dans ce fameux prospectus Mélenchon Premier ministre que j'ai déjà cité tout à l'heure. J'ai parlé jour 5, jour 8, jour 9, etc. avec les plans. On a jour 3 à 5, donc avant toute chose, déplacement en Algérie pour mettre en place un partenariat d'échange de blé à prix bloqué contre du pétrole à prix bloqué également. Donc bon, c'est sous couvert économique, mais d'un strict point de vue politique et identitaire, c'est absolument pas anodin d'avoir un premier déplacement du Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, qui est Premier ministre hypothétique, bien entendu, on le redit encore en prenant énormément de gants, en Algérie, et c'est à mettre en perspective avec le vote massif des quartiers dits populaires en sa faveur. Je pense que si Jean-Luc Mélenchon avait fait ses scores pharaoniques, je ne sais pas moi, dans le Gers ou dans la Sarthe, son premier déplacement en tant que Premier ministre ne serait très certainement pas en Algérie, par exemple. Alors, tu as tout à fait raison que la sociologie du 10 avril, du vote du 10 avril pour Mélenchon, détermine son discours et ses actes symboliques. Bon. À noter qu'on aurait très bien pu imaginer un premier déplacement du président ou du nouveau Premier ministre en Algérie pour plein d'autres raisons. Et par exemple, pour la coopération énergétique, sécuritaire, ou même, pourquoi pas… C'est relativement énergétique parce qu'il parle du pétrole. Oui, mais, ou même parce que je crois que, peut-être que je me trompe, mais je crois que la nationalité algérienne est la binationalité majoritaire en France. Donc, bon, l'autre nationalité de la plupart de nos concitoyens étant l'Algérie, ça peut sembler une sorte de geste amical et puis de réconciliation des mémoires après la guerre d'Algérie, qui est quand même la dernière grande guerre française. Donc, moi là-dessus, l'Algérie pourrait se prendre de plein de points de vue politiques. Tu as dit une chose qui m'a semblé très juste, c'est l'acte définitif d'une clarification idéologique et d'une certaine manière, avec la domination de la France insoumise et avec les choix que la France insoumise a fait entre 2017 et 2022, nous avons pour le coup une gauche hégémonique claire avec elle-même. C'est-à-dire que parmi les dissidences du Parti socialiste notamment, la question de la laïcité était quand même un critère important d'opposition à la France insoumise. Au niveau national, au niveau local, il faut bien reconnaître que les élus socialistes ont, avec les élus communistes dans les 30 dernières années, fait plein de compromissions administratives, etc., avec notamment les représentants du culte musulman, en échange implicite des voix. Non, mais il faut dire les choses. oui, et je dirais même les élus tout court, parce qu'on se souvient de l'enquête sur la gestion de Jean-Luc Lagarde, qui était voilà. Jean-Christophe Lagarde, par exemple, qui a eu pas du tout ce bord politique. Non, bien sûr, voilà. Les élus locaux en général, mais la gauche, qui était souvent majoritaire dans les quartiers populaires, a été la plus disposée par son implantation géographique et sociologique à faire ce genre d'actes. Alors Mélenchon a participé à la fameuse manifestation contre l'islamophobie organisée par le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui est idéologiquement et politiquement dans une ligne assez indigéniste et assez peu compatible avec l'histoire anticléricale, laïque, voire laïcarde de ce qu'était la gauche dans son ensemble. Bon, il a d'ailleurs été dissous, le CCIF. Il a été dissous. Bon. C'est certain que avec beaucoup de discours moralement très contestables venant de ce genre d'organes ou de structures,
Voilà, et ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau local, ça se faisait depuis longtemps, mais c'était jamais assumé de manière totémique, c'est-à-dire au niveau national. C'est-à-dire qu'on fonde le totémisme, c'est ce autour de quoi nous fondons la communauté. Bon, bah, avec Mélenchon, la communauté dite de gauche se refonde au-dessus de ça, de tous les nouveaux combats culturels et sociétaux, donc le wokisme, etc. Ce qui, moi, m'intéresse, et je te garde ton intervention, c'est juste que par rapport à ce que tu disais, la clarification, pour le coup, nous avons enfin, parce que le PS a signé l'accord, parce que les Verts ont signé l'accord, nous avons enfin une gauche clairement décomplexée de son surmoi historique anticlérical sur cette question. C'est-à-dire que voter pour, enfin, en tout cas, les symboles sont clairs. Et j'ai entendu des représentants du Parti socialiste qui ont dit, sous couvert de jeunisme, qu'il fallait prendre en compte les nouvelles luttes, ce qui mobilisait la jeunesse, etc. Bon, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Être d'accord avec la NUP, c'est être d'accord avec la reformulation de la position de gauche à l'égard de l'identité, notamment des minorités, et de la religion, au nom de la lutte contre l'exclusion, etc. Pas toutes les C'est-à-dire que, religions, hein, on est quand même oui, face oui, à… Voilà, je veux dire, faut appeler, j'appelle un chat un chat. Ce que je veux dire par là, moi, sur un plan analytique, c'est le côté décomplexé. oui, Ou alors, on avait débattu l'assomption, fait d'assumer l'assomption, c'est un petit clin d'œil à ce vocabulaire religieux, mais bon, là, je le prends dans son sens laïque, l'assomption d'un choix qui n'était pas simple, y compris pour Mélenchon d'ailleurs, parce que le paradoxe, c'est que autant Hollande et Ségolène Royal pouvaient pragmatiquement être prêts à certains compromis, autant Mélenchon historiquement semblait l'instit laïcard avec son verbe et une certaine force de conviction, hein, que je remets en cause l'honnêteté de jamais personne quand j'analyse. Hein, je tiens à dire, quand quelqu'un le dit, je présuppose, il y a une présomption de sincérité chez moi dans mon analyse des choses. Et c'est quand même un retournement très très fort avec la force symbolique du Mélenchon qui nous faisait des grandes sagas de la Révolution française, donc des grandes sagas d'émancipation de l'État et de sa laïcisation, de la sécularisation du monde ouvrier, etc. Et je me souviens il faudrait que je retrouve les liens précis, mais de certaines émissions de Mélenchon en 2010-2011, quand il est encore président du parti de gauche, où le fait que la révolution iranienne a débouché sur une sorte de fascisme vert, etc., on n'en était pas très très loin. C'est-à-dire que oui. Bah, voilà, plus près de parler du nous, plus totalitarisme près de nous, religieux. on se souvient de Mélenchon faisant l'éloge funèbre de Charb, Voilà. Donc, notamment, et on peut mesurer l'évolution de ses propos à propos au sujet de Charlie Hebdo, qui me semble un marqueur, un marqueur de cette gauche assez simple. laïque, du rapport à Zineb El Razoui ou Raoui, je sais Razaoui. jamais. Razaoui. Enfin, bon. Et là, c'est complètement décomplexé. Alors, je n'ai pas envie de citer cette triste personne, parce que sur un plan moral, elle est assez minable. Hein, j'assume aussi mon propos. Mais Ouria Boutedja a dit que Mélenchon était la prise de guerre la plus importante. Alors, je ne ferai pas l'insulte à Mélenchon de le définir par rapport à ce que dit Boutedja, qui, elle, est dans un combat idéologique et politique permanent. Donc, on ne va pas définir Mélenchon à partir des mots de Boutedja. N'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, dans la population qui vote pour Mélenchon, il est clairement identifié comme étant le plus en avant et le plus ouvert à ces questions-là, ce qui, quand on connaît Mélenchon, non pas depuis 5 ans, mais depuis au moins 15 ans, et le nouveau Parti socialiste dont il faisait partie, etc., il y a toujours eu un désir d'implantation dans les quartiers, dans le milieu étudiant et populaire des quartiers, mais avec toujours une sorte de ferme résistance sur le plan laïque. Ce qui faisait d'ailleurs que, par exemple, le nouveau parti anticapitaliste de Besancenot pouvait plus facilement s'implanter dans certains milieux associatifs, pas en termes de vote, mais dans certains milieux associatifs, que Mélenchon, Julien Drey et consorts, parce que c'était ça leur galaxie. Hein. Et aujourd'hui, Mélenchon les supplante le NPA dans ces mêmes milieux. Et le casting des députés, donc les investitures, révèle quand même une mise en avant, non pas
seulement des quartiers ou des personnes d'origine immigrée, mais une mise en avant de ce milieu militant qui était plus proche du NPA il y a 10 ans que de la France insoumise ou du Parti de gauche. Alors, ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs ce que je voulais dire quand j'ai voulu intervenir tout à l'heure et que tu m'as dit de garder ma remarque, c'est qu'il y a encore cela une dizaine d'années, il n'y avait qu'au NPA, ex-LCR, qu'on assumait cette ligne. On se souvient d'une candidate voilée présentée aux élections législatives, je crois que c'était en 2007, si je ne m'abuse, donc il y a 15 ans, et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, parmi les différents partis avec lesquels il y a eu des négociations pour cet accord, il n'y a que le NPA qui finalement ne l'a pas signé. Bon, non que le NPA ait changé de position sur ces sujets, évidemment, mais c'est une petite ironie assez notable. Sur cet aspect, donc tu as mentionné Ouria Boutelja. Ouria Boutelja, donc c'est la tête pensante du Parti des indigènes de la République, qui aujourd'hui, si je ne m'abuse, n'en fait plus partie parce qu'il y a eu un renouvellement, comment dire, à la tête avec quelques heures. Il y a de ça, je dirais, un peu moins de 2 ans, mais bon, ça reste quand même, comment dire, quelqu'un qui rencontre un certain écho dans ces milieux. Et je me souviens de ce que disait Jean-Luc Mélenchon au début de la campagne de 2017 à propos des associations indigénistes. Il se vantait de les avoir cornérisées au sein de la France insoumise. Et 5 ans plus tard, on se retrouve donc avec Ouria Boutelja qui décrit Jean-Luc Mélenchon comme étant une prise de guerre et qui, bien qu'étant assez critique toujours à son endroit, ne cache pas le fait qu'elle soutient la nouvelle union populaire, écologiste et sociale. Donc on est vraiment dans une forme de, comme tu l'as dit, de renversement. Et bon, j'ai mentionné tout à l'heure le discours de Mélenchon à l'occasion de la mort de Charb et de la tuerie de Charlie Hebdo. Il faut voir aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon décrire Charlie Hebdo comme un journal islamophobe. Il faut voir Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui décrire Le Point et Marianne. Bon, Le Point, on peut imaginer pourquoi, mais Marianne, bon, voilà, Marianne qui a quand même un hebdomadaire à la ligne laïque assez affirmée, comme des journaux d'extrême droite, Le Point et Marianne. Donc on est vraiment dans une forme comment dire, un petit peu de course en avant, je trouve, et de surenchère électoraliste. Et tu as parlé à l'instant de la désignation des candidats. Moi, j'ai en mémoire, et ça s'est passé cette semaine, dans les investitures, un aspirant candidat qui a été évincé de la circonscription qu'il briguait, car étant jugé trop mal blanc. Donc, c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et c'est d'autant plus drôle que ce candidat est sud-américain, enfin d'origine sud-américaine. Il porte un nom, il a la consonance hispanique, et il lui a été dit que s'il n'était pas retenu pour être le candidat, c'était parce qu'il faisait trop blanc, que la blanchité était un critère. Donc on est vraiment dans une forme de validation par les actes et par le fait, les désignations de cette nouvelle ligne à laquelle je pense que Mélenchon souscrit pour des motifs strictement électoralistes. Je doute qu'il ait tant que ça changé au fond de lui, mais la stratégie fait qu'il sent que c'est là qu'il y a le plus moyen de faire voter ces quartiers populaires, à propos desquels l'un de ses bras droits, j'ai nommé Éric Coquerel, l'a persuadé de longue date que c'était là qu'il lui avait manqué les fameuses 600 000 voix qu'il lui aurait fallu pour accéder au second tour en 2017. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Alors, qu'est-ce que ça dit pour moi de l'identité de la gauche, parce que maintenant, je pense qu'il va falloir s'habituer à ce que la gauche, ce soit, pour un moment en tout cas, la NUP. Qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est une recherche pour moi
de clivage, et en ça, on est assez fidèle à une certaine tradition historique de gauche en France, où on recherche toujours le clivage, pour le meilleur et parfois pour le pire, mais bon, ça a donné le meilleur. Donc, on prend des points de vue clivants, on joue sur la sociologie, on joue sur ce qui va beaucoup ce qui va diviser pour ensuite espérer d'en tirer le meilleur. Et c'est aussi un parti, non même plus sur, enfin, comment dire, pas un parti, mais un pari, non plus, même plus sur la sociologie, mais sur la démographie également. C'est-à-dire qu'il y a des zones de territoire qui sont en dynamisme démographique, avec une population qui croît assez rapidement et qui sont effectivement les zones où Mélenchon a réalisé un fort score à la présidentielle, et des zones qui sont en déclin démographique, parce que de larges pans du territoire français sont en déclin démographique, et ce sont les zones qui ont plutôt voté Le Pen ou Macron. Alors la sociologie, en plus de la démographie de l'électorat Macron, est quand même constituée d'une grande partie de retraités, et les retraités, par principe, sont plus proches de la fin que du début. Donc, les nouveaux retraités seront-ils macronistes ou resteront-ils lepénistes ou mélenchonistes? C'est une autre question. Mais grosso modo, la niche électorale de Mélenchon me paraît sur le papier et en théorie, évidemment, parce que tout cela peut bouger assez rapidement, celle qui est amenée à subir une extension démographique au cours des prochaines années. Sur l'analyse démographique, tu as raison. Juste sur le petit glissement que tu fais du démographique, sociologique à l'adhésion idéologique ou au vote, à titre personnel, je suis vraiment laïque. Je ne sonde ni les reins ni les consciences. Donc, je pars du principe que ce sont les déclarations publiques des personnes qui déterminent leur analyse plutôt que ce que je devine ou ce que je suppose sans en être certain. Donc, restons dans le champ de l'objectivité, c'est-à-dire de ce qui a été dit dans le champ des faits. Pour ce qui est des électeurs, notamment des quartiers populaires à forte origine immigrée, je ne sais même pas, et je ne sais pas et je ne suis même pas sûr, au-delà de mon ignorance, que le discours identitaire wokiste, indigéniste de Mélenchon soit le principal déterminant de la vote pour lui. En revanche, la seule chose… Je ne sais pas non plus, je sais que c'est le pari que fait la France insoumise. Mais moi, ce que dit un vote est quasiment impossible, ce que je disais l'autre jour, à déterminer, parce que un vote est une réunion de beaucoup de choses, et un vote est institutionnellement clair, psychologiquement ou intimement insondable. Insondable. Bon. En revanche, ce qui est certain, c'est ce que Mélenchon et la NUP disent. C'est-à-dire que ce pourquoi les gens votent profondément, je n'en sais rien, peut-être ne le savent-ils pas eux-mêmes, peut-être qu'il y a de l'inconscient ou de l'impensé dans le vote. Ce qui est certain, c'est ce qu'on fait du vote. Or, ce qu'on fait du vote, c'est ce que fait l'offre politique du vote. Bon. Autrement dit, la manière dont ils vont user les voix qui leur ont été confiées pour 5 ans, ça va être au service de ce discours, de ces reformulations idéologiques, etc. C'est pour ça que moi, je ne parle que de l'offre politique, c'est-à-dire ce qu'on va faire du vote. Il est possible que, pragmatiquement, par défaut, beaucoup de gens auraient voté pour une gauche très laïcarde si ça avait été la gauche hégémonique, simplement pour avoir les avantages sociaux espérés, ou ne pas voter culturellement pour se passer de dire macroniste ou de droite. Voilà, antilibéral, ça peut permettre… On parlait de totémisme, le totémisme est très fort sur le champ électoral. Ça, au moins, je peux dire, les électeurs réagissent au totémisme sans être toujours au clair sur ce qu'ils mettent réellement derrière leur vote totémique. Bon. Et c'est intéressant qu'on parle de totémisme et qu'on ait une certaine réflexion anthropologico-sémantique là-dessus, parce que moi, ce qui me frappe, ça a été, dans la campagne, Mélenchon a assumé un terme qui ne me gêne absolument pas en soi, qui était le terme de créolisation qu'il empruntait à Édouard Glissant. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé… Je crois que c'était dans ses discours lors de la fondation du parti de gauche, il l'a redit d'ailleurs dans un meeting très fortement, la République une et indivisible, à la République se définit à partir de sa différence. Pour quelqu'un qui maîtrise le verbe et les concepts comme Mélenchon, ça c'est une évolution notable. Voilà. Et c'est pour ça que sur l'aspect identitaire, je parle, puisque l'idée n'est pas de se focaliser sur l'islam et les banlieues, l'idée c'est de se focaliser sur la manière dont, et tu l'as très bien dit toi-même,
de l'identitaire à l'identité de la coalition, à l'identité politique. C'est-à-dire que la projection de ce qu'est la République et à travers cette forme la France, c'est une France qui se définit à partir de ces différences harmonieusement et pacifiquement intégrées, plutôt qu'à partir de son unité, de son indivisibilité. Or, il me semble que dans la philosophie politique de la gauche depuis 1905, et même avant, mais depuis la laïcité, c'était que la laïcité et l'affirmation laïque étaient la condition de l'unité et de l'indivisibilité, parce que justement, on se définissait par sa participation politique, son identité de citoyen, et non pas par ses croyances ou non-croyances ou options personnelles sur des sujets hors du champ scientifique. Bon, là, c'est autre chose. Là, c'est l'identité de la croyance ou de l'opinion subjective qui fait le creuset de l'identité collective. Autrement dit, c'est un terme qu'on employait dans les années 90-2000, première décennie du XXIe siècle, que je trouvais juste, ce qu'on appelle le différentialisme. En fait, à titre philosophique ou à titre logique, ça me semble être la catégorie la plus claire pour désigner l'ensemble de ces courants disparates avec beaucoup de querelles, d'ego et autres. C'est que c'est quand même, par rapport à ce que je viens de dire, ça, je pense que ça les unifie. C'est le différentialisme. Et c'est intéressant qu'il ait cité la créolisation d'Édouard Glissant, parce que Glissant a parlé de créolisation sur le plan littéraire, hein, pas sur le plan social et culturel, mais Glissant était quand même dans une approche où l'universel se pensait à partir des différences particulières. Et non, donc l'universel était produit d'une sorte de dialectique un petit peu au processus assez secret, enfin assez obscur, qui produisait une sorte par un souhait sympathique de l'universel. Alors que l'identité classique de la gauche, c'était une approche hypothético-déductive de l'universel. C'est-à-dire qu'on pose l'universel à partir des propriétés communes et on déduit de là des règles universelles qui permettent ensuite à chacun de vivre selon sa vie privée. Voilà. C'était une approche effectivement normative, verticale, mais c'est l'approche, pour être très clair, c'était une approche néo-kantienne de l'universel. Là, on est dans une approche plus difficile à cerner sur le plan logique, qui veut que l'universel soit le fruit d'une dialectique, d'où la fait qu'on se définisse par sa différence, d'où je parle, de quelle couleur je suis, etc. Et comment dire, pour terminer juste là-dessus, c'est un universel qui admet à titre dialectique, soyons tout à fait honnêtes, une forme de relativisme qui sera dépassée par la dialectique des interactions. Bon, la tradition de la gauche était d'estimer que le relativisme était le contraire de l'universel. Donc là-dessus, il y a une évolution philosophique et politique extrêmement forte. C'est pour ça que sûrement calcul électoral, la carte électorale fait que c'est des thèmes à aborder quand on est Mélenchon ou la NUP, mais là, le calcul électoral, c'est augmenté d'une justification morale, philosophique et idéologique. Pas simplement il faut ce qu'il faut, quoi. Oui. Cette évolution, pour moi, parce que s'il faut l'analyser un petit peu, il y aurait plusieurs choses pour moi. Bon, tu l'as dit, l'obsession d'où tu parles et du différentialisme, c'est-à-dire que la figure de Marx a été chassée par celle de Bourdieu. On peut le dire, c'est l'un des faits notables, une des principales transformations de la gauche au cours en considérant que Marx était de gauche, ce qui on en avait parlé dans notre émission sur la droite est discutable, mais bon, il a été une des figures tutélaires de laquelle la gauche s'est revendiquée pendant une bonne partie du XXe siècle, donc on va passer là-dessus. Marx a été remplacé par Bourdieu, le social a globalement été remplacé par le sociétal, il y a eu aussi un renouvellement assez important générationnel de la part de l'électorat. C'est ça. Et j'en parlais au début de cette partie, un signifiant gauche perpétuellement mouvant. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui
s'intéresse au discours non pas social, mais identitaire, pas sociologique, sociétal de la gauche tout au long du XXe siècle. Tous ceux qui se reconnaissent encore là-dedans se retrouvent aujourd'hui un peu orphelins et considérés comme étant de droite par cette nouvelle façon d'appréhender la gauche et ceux qui s'en réclament. Donc là-dessus, le signifiant a bougé. Je pense que, alors là-dessus, il y a une présomption de sincérité vis-à-vis de Mélenchon. Je veux bien, après, quand on s'intéresse un peu au off de ce qui se dit dans les appareils de parti, etc., et des confidences, bon, mais comment dire, on peut parfois mettre en doute cette sincérité, mais passons. Admettons qu'il y ait une sincérité. Pour moi, il y aurait comment dire, un Mélenchon qui aurait davantage, se serait davantage laissé porter par ces évolutions de courant plutôt que par ces évolutions de pensée et de grands mouvements de pensée, plutôt qu'on aurait été moteur. C'est-à-dire que là-dessus, il est un petit peu, pour moi, c'est revirement assez impressionnant sur une échelle de temps relativement courte, parce que Mélenchon est un homme qui a dépassé les 70 ans aujourd'hui. 15 ans pour un homme de 70 ans, dont plus de 40 passés en politique, c'est pas grand-chose. 7 ans seulement depuis son éloge funèbre de Charb, c'est vraiment rien du tout à l'échelle d'une vie politique. Et pourtant, il y a quand même eu ce basculement qui s'est fait. Pour moi, il se fait davantage porter par cette évolution plutôt qu'il ne le fomente machiavéliquement quelque part dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône. Je ne crois pas vraiment qu'il y ait ceci, mais par contre, il sent un courant et en politique qu'il est, doté d'un vrai sens politique que je pense que personne ne songe à lui nier, il s'en empare et il voit là quelque chose de porteur. Mais derrière cela, derrière la personne fut-elle sacrée de Jean-Luc Mélenchon, il y a un vrai mouvement de plaques tectoniques à l'œuvre à gauche. Et pour moi, ça dépasse même le strict cas de la France insoumise, parce que si on s'intéresse aux autres figures qui vont être investies dans le cadre de la NUP, les autres députés, bon, on ne va pas revenir ici sur l'affaire Taha Bouaf, ce qui nous a occupé ces derniers temps. Il ne sera pas candidat, donc pas la peine. On peut juste dire que depuis le dévoilement de l'affaire, les intentions de vote de la NUP ont plongé un petit peu, puisque de 35, on est passé à 29,8 selon une sorte d'agrégat de sondage. Mais passons. Moi, quand je regarde les autres candidats les plus emblématiques, je vois qui? Je vois Aurélien Taché, ex-macroniste, investi par la NUP et célèbre pour avoir comparé le voile des petites filles musulmanes au serre-tête des petites filles catholiques, ce qui me semble une comparaison à rien outrancière. Je vois Aymeric Caron, qui a réussi à obtenir l'investiture pour 6 membres, dont lui, de son petit parti antispéciste. Donc là, on est, là, on est un petit peu dans une forme assez singulière de la gauche, c'est-à-dire qu'on parlait du différentialisme, mais là, c'est au contraire une forme d'anti-différentialisme, puisque finalement, l'homme est un animal comme les autres et les animaux doivent avoir des droits, donc c'est parce qu'on est là dans l'antispécisme, mais c'est une figure quand même assez une figure de la radicalité d'une certaine gauche écologiste. Et pour rester chez les écologistes, on est également chez Sandrine Rousseau, qui est investie par la NUP. Et je rappelle, Taché comme Caron comme Rousseau sont dans des circonscriptions gagnables en plus. Donc on va voir un Parlement et Sandrine Rousseau, bon, on la connaît bien depuis sa défaite d'extrême justesse à la primaire d'Europe Écologie Les Verts en vue de la présidentielle. Sandrine Rousseau, ça fait partie des adeptes du tout est politique et qui veut faire rentrer l'œil du commissaire politique à l'intérieur de la maison, on se souvient, et donc de la vie privée. On se souvient de sa sortie en pleine campagne présidentielle, selon laquelle il fallait créer un délit et non pas un règlement à l'amiable entre personnes civilisées dans le cadre de l'intimité familiale, mais un délit du non-partage de tâches ménagères à la maison, dans les foyers. Donc on est vraiment, comment dire,
Alors certes, il y a cette idée du différentialisme, mais on est vraiment également dans le cadre, comment dire, et ça c'était l'un des gains les plus précieux à la fois de la laïcité et également de la République, c'est-à-dire l'importance de la séparation entre la vie publique et la vie privée. Et là, on entre petit à petit sous l'égide de cette nouvelle définition de la gauche et de cette nouvelle, alors on parlait d'une nouvelle gauche à propos de Rocard, mais là on est dans une nouvelle gauche, si tu me pardonnes ce néologisme un petit peu moche, dans une gauche qui se réinvestit au sein de la vie privée. Des gens qui, bon, on sait que la présence de l'État et la disparition de la sphère privée, c'est un facteur de, comment dire, c'est un signe typique des totalitarismes. Mais là, c'est avec le cheval de Troie qu'a pu être le combat parfaitement légitime, évidemment, il ne s'agit pas de le nier du tout, contre les violences conjugales et donc la nécessité de faire, et les violences sexuelles, donc la nécessité que malgré tout, tout dans la sphère privée n'échappe pas à l'œil des agents de l'État et que le droit y soit respecté, mais sous prétexte de ça, on fait rentrer de plus en plus de mécanismes de contrôle au sein de la vie privée, ce qui me semble assez dangereux, tout simplement. Ce qui est certain, c'est que les racines du ciel ne sont pas forcément les meilleures graines de la liberté, et à titre d'expérience historique. Et moi, ce qui me frappe, c'est que on a parfois le sentiment qu'il y a un retour à la surchauffe théorique des années 70 dans cette partie-là du champ politique. Je me souviens d'Althusser qui parlait d'un dépassement de l'histoire, d'un post-histoire à travers une sorte de freudo-marxisme, etc. Il y a cette idée totémico-différentialiste que on peut déréaliser complètement le réel et vivre entre signifiant et magie de l'argent, donc l'argent qui est lui-même insignifiant. Bon. Et le grand problème, et je le dis pour la NUP comme pour tout le monde, le grand problème de la sémiologie, qui est une science ou une approche scientifique absolument passionnante, et on fait beaucoup de sémiologie, toi et moi d'ailleurs, c'est de ne pas oublier que derrière le mot, il y a, à défaut d'avoir les choses, l'ambition de voir les choses. Bon, c'est vrai que parfois on se demande si Darwin et Copernic ont eu raison de dire ce qu'ils ont dit, car si tout est signe, il n'y a plus de nécessité physique. Voilà. Donc, je ne dis même pas ça par rapport au féminisme, hein, je dis ça dans leur approche du réel. Le tout est politique, si tu veux, qu'on pouvait entendre, être d'accord ou non, mais au moins qu'on pouvait entendre, m'a semblé être remplacé par le tout est sémantique. Et ce qui se traduit par cette culture, par ce culte du totem. Oui, voilà, le totem, c'est quand le mot est EST la chose même. C'est ça le totem. Et ce tout est sémantique amène quand même à une réflexion que chaque citoyen devrait avoir. Malheureusement, quand tout est sémantique au point qu'on se paye de mots, voire qu'on fume les mots comme certaines substances illicites, le peuple peut se demander si cette force-là sera capable de gérer la contrainte des choses. Parce que moi, quand je me lève le matin pour aller au travail, j'ai mal au dos, avant d'avoir mal aux mots. Voilà. Et c'est une vraie question, surtout quand la gauche prétendait prendre en charge la souffrance sociale, avec parfois même le côté religieux qu'il y avait là-dedans. Il est possible, et d'ailleurs là je me permets de faire de la conjecture, il est possible que, y compris des quartiers aujourd'hui très favorables à cette gauche, soient demain très défavorables à cette gauche, si les bénéfices sociaux concrets n'arrivent pas assez vite. Parce que, quelle que soit la spécificité des quartiers, ce qui est certain, et tu parlais du SMIC et de la mentalité des travailleurs pauvres, ce qui est certain quand tu es dans le besoin, c'est que même si le concret peut parfois être de l'immédiat trompeur, le besoin de concret l'emporte
et le besoin de concret rapide, à défaut d'être immédiat, l'emporte sur l'ensemble des plus belles dialectiques philosophiques. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que le Parti communiste, historiquement, avait accepté le Front populaire. C'était aussi pour, en attendant la révolution, donner un petit peu quand même plus à ceux pour qui il prétendait faire la révolution, d'abord. Voilà. Donc, je ne sais pas si la gauche est de gauche. Ce que je sais, c'est qu'elle est dans une approche sémantique hégémonique de toute chose, qui fait que même parfois, quand on parle d'elle, on se demande si on n'est pas soi-même pris par le tourbillon des mots, Oui, déconnecté des choses. ça, c'est comment dire, c'est là-dessus, on a parlé de Marx et de Bourdieu, on a parlé de Keynes aussi, mais là, on est sur une autre figure importante de la gauche qui est Gramsci, c'est-à-dire la maîtrise du langage. Et à partir du moment où tu maîtrises le langage, tu maîtrises le débat et tu te retrouves là. Et de Gramsci à Orwell, il n'y a malheureusement qu'un pas, et c'est quelque chose, je pense, que nous aurons l'occasion d'observer d'assez près si cette évolution de tendance se confirme. Eh bien, je pense que cette longue vidéo que le sujet nécessitait, donc je m'excuse par avance et j'espère que nous avons été suffisamment intéressants tout au long de notre échange, que moi j'ai trouvé fort passionnant. Pour conclure, dans la tonalité générale, la vraie question, c'est au-delà de ces débats et de ces élections, est-ce que le ticket de cette alliance est toujours valable? Continuer avec Gary. Il me semble que, comme tu l'as dit très justement, la clarification idéologique est véritablement la garantie d'une solidité, soit de parti, soit dans les urnes, de cette convergence traduite, incarnée par cette alliance. C'est-à-dire que les égos peuvent faire exploser l'alliance, les électeurs la ressoudront d'une manière ou d'une autre en confiant à l'un de ces candidats un 20% aux prochaines élections, quelles qu'elles soient. Le désir d'union est très fort dans l'électorat, ça me semble très clair. Donc pour les 5 prochaines années à venir, en fait, je suis plutôt optimiste pour la NUP ou son équivalent électoral. D'ailleurs, je serais même, si ce n'est pas la NUP, ce sera la France Insoumise, hein, je pense, mais je pense que là-dessus, ça marchera. D'autant que les divergences sont quand même moins fortes entre le PS, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise aujourd'hui qu'ils ne l'étaient entre le PS et le PC, ou la SFIO et le PC par le passé. Donc, d'une certaine manière, c'est plus que l'union de la gauche, ne serait-ce pas la fusion de la nouvelle gauche. Alors, pour conclure là-dessus, je serais, histoire qu'on ne soit pas tout le temps d'accord sur tout, un tout petit peu moins optimiste que toi. Comment dire, pour moi, si une chose est sûre et en politique et que l'histoire atteste, c'est que le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied, c'est de faire un accord électoral avec les Verts. Ensuite, je ne pense pas que cette alliance-là invalide ce qu'on avait dit dans nos émissions précédentes sur la difficulté de la France insoumise à gérer l'après-Mélenchon, parce que tout était unifié sur la figure, non pas totémique, mais tutélaire de Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon, s'il ne devient pas Premier ministre, va se retirer des affaires politiques, en tout cas de son poste de candidat. Voilà, et les différentes lignes à la France insoumise vont s'affronter. Je pense pas qu'il y ait, je pense qu'il y a malgré tout des divergences qu'il est compliqué de mettre sous le tapis éternellement, davantage sur les questions identitaires qu'économiques. Donc, on va fédérer un peu tout le monde sur les questions économiques, mais au bout d'un moment, sur la question de la laïcité notamment, ils ne pourront pas continuer ad vitam aeternam à mettre à la porte les Pénarluise, les Guénolé, les Kuzmanovic, etc., c'est-à-dire tous les tenants de cette ligne. Et je pense que comment dire, le fondement non plus marxiste-léniniste ou ne serait-ce que marxiste ou keynésien, mais identitairement assez trotskiste de cette alliance, peut faire assez vite basculer la chose, comment dire, dans
une fuite en avant à la pureté qui déboucherait sur un certain nombre de scissions. Je te rappelle, et ce n'est pas à toi que je vais la rappeler, cette excellente blague que tu m'avais apprise toi-même il y a de cela plus de 15 ans. Que fait un trotskiste? Un parti. Que font deux trotskistes? Une motion. Que font trois trotskistes? Une scission. Donc, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, si quelque chose aussi, si on regarde un petit peu dans l'histoire, la plupart des alliances de la gauche et des unions de la gauche, alors certes, elles étaient peut-être un tout petit peu moins dissemblables, un tout petit peu plus dissemblables que l'union actuelle, qui idéologiquement semble un petit peu plus chimiquement pure, en dépit des réserves que je viens d'avoir, mais ça n'a jamais tenu très longtemps et ça a toujours fini par exploser, parfois assez vite. Le Front populaire est l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire de la gauche, voire même de l'histoire de la France au XXe siècle. Le Front populaire a tenu 2 ans avant d'exploser. Le programme commun des années Mitterrand, bon, alors c'est un programme commun sur lequel le PS avait très très peu cédé au PC en réalité, qui a été globalement assez vite mis entre parenthèses et, sauf erreur de ma part, c'est moins de 2 ans qu'ont tenu les ministres communistes dans le gouvernement dans les années Mitterrand. Moi, ça me rappelle plutôt, toute proportion gardée, l'expérience de la gauche plurielle de Lionel Jospin, qui a donc gouverné la France de 97 à 2002, qui est l'une des plus grandes, l'une des plus longues, si je ne m'abuse, unions de la gauche sous la Ve République, qui s'est terminé de la façon que chacun sait, c'est-à-dire avec chaque composante de la gauche plurielle qui présente son candidat à la présidentielle. Tout ceci est lié à un programme sur fond de renoncement à ce qu'avait fait l'ADN d'une certaine gauche, c'est-à-dire beaucoup de privatisation. Jospin qui déclare « Mon programme n'est pas un programme socialiste », des concessions. Finalement, il s'est très bien entendu avec Chirac pour la mise en place de l'euro, pour beaucoup de choses. Et finalement, une sanction et des électeurs qui se sont détournés là-dessus. Alors, est-ce que ça arrivera pour la nouvelle union populaire, écologique et sociale? Il est permis d'en douter, car après tout, pour que ça arrive de cette manière, il faudrait déjà parvenir au pouvoir, ce qui ne sera pas chose aisée, parce que les sondages, bien que la mettant assez haute, laissent encore imaginer une victoire assez nette de la coalition macroniste. Mais néanmoins, les mêmes causes produisant les mêmes effets, j'ai un tout petit peu peur que, en dépit d'une clarification idéologique relativement effectuée, on en arrive malgré tout à ce que les perpétuelles dissensions refassent surface. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, je me permets de dire, et que font deux amis, une émission, et que fait un public, un abonnement et un soutien. Comme le disait l'auguste général de Gaulle, public, public, aidez-nous. Voilà. Exactement. Et rien ne sert de sauter sur sa chaise comme un cabri en criant la gauche, la gauche, la gauche. Au lieu de ça, regardez des vidéos, abonnez-vous, mettez des likes, tout ça. On espère vous voir encore plus nombreux à regarder cette vidéo que ce que vous avez fait les précédentes fois. Et puis, bon, parlez-en autour de vous, partagez. Voilà, ça comble nos égos et nos comptes en banque. Et surtout, nous espérons réussir notre objectif pour la prochaine émission, passer le 1 million de vues. On n'en est pas loin. On n'en est pas très loin, donc dépêchez-vous. Le millionième visionnage recevra des cadeaux promotionnels, des gâteaux faits par Raphaël. Exactement, voilà. Et un mug à l'effigie de Gabriel. Merci beaucoup. Et merci à vous merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Votre fidélité. Sur ce, passez une très bonne semaine et on vous dit à très vite. Et ben moi, je vous souhaite également une très bonne semaine et je te dis à toi à très vite, Gabriel, et je te remercie pour cette précieuse collaboration. Allez, bye bye. Salut.